Alors aujourd'hui, on va parler d'exoplanètes. En classe, peut-être que vous en avez parlé. Dans les nouvelles, on en parle aussi. Une exoplanète, c'est une planète qui existe, mais qui est en orbite autour d'une autre étoile. Ça veut dire que, comme nous, notre Terre, on est en orbite autour de notre Soleil, il y a, bien sûr, des milliards et des milliards d'étoiles dans notre Voie lactée, ainsi qu'il y a des milliards comment on appelle ça, de galaxies. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a assurément des planètes qui orbitent autour de ces étoiles. Et la question que les humains ont, c'est bien sûr, est-ce que ces étoiles ont des planètes sur lesquelles il pourrait y avoir la vie? Et c'est pour ça que les scientifiques sont toujours excités de cette façon-là. Donc, voyons voir quels sont les sujets que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, l'émission, elle commence surtout par le fait que j'ai vu sur Internet, il y avait un site qui est un peu comme un site non officiel des exoplanètes qui ont été découvertes par notre télescope spatial James Webb. Donc, si on regarde l'information ici, il y a des milliers d'heures d'observation. On a bien sûr observé spécifiquement des planètes. Il y a des planètes qui sont planifiées pour être observées. Et la question est de savoir comment nous savons qu'il y a cela ici. Donc aujourd'hui, on va parler d'exoplanètes, comment on sait qu'elles existent et quelle information nous allons avoir dans les années à venir parce qu'il y a de plus en plus de technologie qui est à considérer. Donc ça ici, c'est un graphique qui nous montre, et je vais montrer ici quelque chose d'un peu plus grand. Voilà. Donc ça ici, voilà. Nous avons un graphique qui nous montre ici l'orbite ou donc combien de jours ça prend pour une planète de faire une orbite autour de l'étoile, ainsi que de sa masse. Ici, on a une masse par rapport à Jupiter. Donc ici, si on regarde, on a plusieurs planètes ou exoplanètes qui sont plus grands que Jupiter et bien sûr, il y a des planètes qui sont plus petites, un peu comme notre planète Terre. Maintenant, si vous regardez ici, c'est un graphique qui date ici du 12 janvier, donc il y a quelques jours, et on peut voir qu'il y a. Donc, lorsqu'on regarde une étoile, on a des observations et ces observations peuvent être soit que nous envoyons directement. Donc, ici, on a James Webb qui a fait des observations sur des exoplanètes un peu plus grosses, comme ça c'est plus facile à voir. Nous avons bien sûr des exoplanètes qui sont planifiées à être observées. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle des planètes en transition. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est que si on regarde une étoile lointaine, il y a des objets célestes qui passent entre nous et cette étoile, et c'est ce qu'on appelle des planètes qui sont en transition. Ça veut dire que on ne sait pas encore s'ils sont des planètes en orbite autour du Soleil, mais qui sont observables. Donc, regardons quelques informations suivant ceci. Donc, si on regarde là, on peut voir que le James Webb a regardé plusieurs planètes. Et vous allez vous dire, pourquoi est-ce qu'on a ces petits points gris qui sont ici? Il semble qu'il y ait beaucoup de plus de points gris que d'exoplanètes qui sont observées par James Webb. N'oubliez pas que James Webb est dans l'espace depuis à peu près 3 ans, mais on a eu un satellite, un autre télescope qu'on appelait Kepler. Et Kepler a pris 9 ans pour prendre des photos d'étoiles, pour observer des exoplanètes. Donc, tous les points gris ici, ce sont des exoplanètes qu'on sait qui existent. Et en bleu ici, en vert et en orange, ça c'est depuis 3 ans, on fait des études plus approfondies. Voilà. Donc, Kepler 2. Je ne sais pas si j'ai une photo intéressante. Voilà. Donc, Kepler 2, ça, c'est un satellite qui est envoyé en 2009, qui a fonctionné jusqu'en 2018. Et on peut voir ici, c'est un télescope spatial. Et le but de ceci était de prendre des photos de l'espace pendant une certaine durée de temps. Ceci permettait de savoir comment est-ce que le scintillement d'étoiles ou la quantité de lumière qui vient de ces étoiles vient vers nous. Et ceci nous donne des indices sur est-ce qu'il y a des exoplanètes, oui ou non. Maintenant, ça c'était la première version et on a eu après le James Webb qui est arrivé. Donc ici, le télescope de Kepler, on a arrêté en 2018 parce qu'il n'y avait plus de carburant pour qu'il puisse changer de direction, mais sachant que James Webb allait arriver dans, dans peu de temps après. Alors, voyons voir.
Ça, c'est excellent ici. Donc ça, c'est un exemple, c'est un graphique qui nous montre comment est-ce qu'on sait qu'il y a ici une exoplanète. Donc ici, on peut voir qu'il y a une étoile. L'étoile ici a une petite planète ou une exoplanète en orbite autour de cette étoile. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque l'étoile est aux côtés de cette étoile, lorsque cette exoplanète, voilà, est aux côtés de cette étoile et que cette exoplanète est derrière l'étoile, on a ici la majorité, toute la luminosité qui vient de cette étoile. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'aussitôt qu'on a un objet céleste qui passe devant cette étoile, on a une diminution de la quantité de lumière qui vient vers nous. Et aussitôt que cet objet céleste est passé entre nous et cette étoile, on a la luminosité qui revient. Donc ça ici, c'est un graphique qui nous montre un peu ce qui se passe. Ça veut dire qu'on a bien sûr, lorsqu'on regarde une étoile, on a l'énergie qui vient, on peut observer qu'il y a une diminution de luminosité et ça revient. La question, bien sûr, c'est est-ce que c'est une exoplanète en orbite autour de cette étoile ou est-ce que c'est un objet céleste qui est en transition, qui peut passer entre nous et cette étoile avec ses centaines, milliers ou millions d'années-lumière. La seule façon de savoir si c'est une exoplanète, c'est qu'on doit attendre pour voir combien de temps, si cela arrive, est-ce que cette planète revient entre nous et cette étoile. Si on peut remarquer qu'il y a ici un patron, ça veut dire qu'après un certain temps, il y a la même signature de cet objet entre nous et cette étoile. Ça, c'est une preuve comme de quoi qu'il y a entre nous et cette étoile une exoplanète qui est en orbite autour de l'étoile. J'ai ici des choses intéressantes à vous montrer. Voyons voir. Bien sûr, si nous avons une étoile qui est comme ceci et que l'orbite est verticale comme cela, c'est impossible pour nous de le voir. La seule façon pour nous de le voir, c'est que si on a une planète qui est en transition entre nous et cette étoile. Donc, regardons, on a un exemple ici du même principe où nous avons, est-ce que je peux cliquer ici? Voyons voir, Open in New Tab. Je vais voir si je peux l'avoir plus grande. Voilà. Donc ici, on peut voir, nous avons ici, donc, ce n'est pas des données qui sont toujours parfaites, parce que n'oubliez pas que la lumière qui nous vient de cette étoile à plusieurs années-lumière, des centaines, des millions d'années-lumière, entre en interaction avec d'autres objets célestes, de la poussière, comètes, astéroïdes, d'autres forces dans l'univers. Ça veut dire que les longueurs d'onde peuvent changer. Et on peut voir ici qu'on peut suivre un patron, on peut voir nettement qu'il y a une baisse de lumière qui vient vers nous, et éventuellement, cette lumière revient. Et lorsque c'est périodique, on sait qu'on a une exoplanète. Voilà. Donc, c'est bien. Voyons voir la prochaine chose que je voulais vous montrer ici. Alors, on a ça ici. Parfait. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, vous allez dire, mais comment on sait que ceci est vrai? Regardons ici, ça c'est notre Soleil. On peut voir ici les taches solaires. Et ce qu'on peut voir ici, je vais partir de la petite vidéo. C'est une petite vidéo de 50 secondes. Vous allez remarquer, ça c'est Mercure qui est en transit entre nous et notre Soleil. Donc, on peut voir ici, on a notre Mercure qui est notre petite planète. Et ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on peut voir son orbite qui est ici. Mercure est une très petite planète, et donc il va faire un petit changement, une petite diminution de la quantité de lumière qui vient vers nous. Bien sûr, on peut remarquer que si on est sur le même plan orbital, ça nous permet de voir combien de temps est-ce que ce petit point, ici Mercure, prend pour revenir, et ça nous permet de pouvoir trouver, avec la vitesse ici, quelle est la grandeur ou la grosseur de cette planète et combien de temps est-ce qu'une orbite prend. Est-ce que ça prend quelques semaines, quelques années par rapport à ce que nous avons ici? Et on peut voir que Mercure qui est ici. Un autre exemple ici, c'est notre Soleil encore et on peut voir ça, c'est Vénus. Donc ça ici, on a pris des photos et on a montré comment est-ce que Vénus, qui vient devant notre Soleil, donc par rapport à nous sur la Terre, on peut voir qu'elle passe ici. Puisqu'il est en transit, alors même si c'est peut-être moins de 1% de la quantité de lumière qui vient vers nous, on peut remarquer que
il y a de façon périodique de la lumière qui est cachée de cette étoile. Et ça nous permet de voir qu'il y a ici un exoplanète. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant ici, lorsqu'on a une planète ou une exoplanète qui passe entre nous et une étoile, c'est qu'on peut aussi remarquer que les ondes lumineuses qui vont passer près de cette exoplanète, s'il y a une atmosphère, il y aura des changements dans les longueurs d'onde, un peu de rapidité, un peu de changement de direction. Et ça nous mène ici à un exemple, je vais mettre ça plus gros. Donc, si on est pour regarder une planète et que cette planète, cette étoile, excusez, ce matin, on a une étoile ici et on a une planète ici. Et on remarque que périodiquement cette planète revient. Donc, on a une exoplanète. Lorsqu'on regarde à la lumière qui nous vient de l'étoile lorsque l'exoplanète est devant, on peut remarquer quelques changements sur longueur d'onde. On peut remarquer, par exemple, que y a-t-il, oui ou non, des molécules d'oxygène dans l'atmosphère? Ici, est-ce qu'il y a des molécules d'ozone? Et il y a quelques endroits qui nous disent que oui ou non, il y a de l'ozone. Y a-t-il de l'eau? De l'eau, bien sûr. Donc, de l'eau est fait d'atomes et les atomes et les molécules ont tendance à absorber certaines longueurs d'onde et ça nous permet de pouvoir savoir qu'il y a de l'eau. Donc, si on a ici notre ligne de base pour la lumière, on a ici des longueurs d'onde qui sont absorbées par les molécules d'eau. Ça, c'est fantastique. Un autre exemple est le méthane. Donc, on sait que le méthane est abondant dans notre univers et surtout que le méthane est un composé avec du carbone. Ça nous aide à savoir qu'il y a du carbone, bien sûr. Et ici, on peut voir en rouge qu'il peut y avoir du dioxyde de carbone. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque cette lumière nous vient vers nous, on peut l'étudier. Maintenant, vous allez dire, est-ce que moi, je peux faire une analogie? Vous savez, le matin, lorsqu'on a... Non, prenons le soleil durant la journée, il est dans le ciel, on a un petit disque qui est notre soleil. Mais si nous avons le matin un lever du soleil, nous savons que la lumière qui nous vient du soleil doit traverser l'atmosphère et c'est pour ça qu'on a des levées de soleil qui vont avoir tendance à tourner au orange, au rouge et donc c'est fantastique. De la même façon que le soleil passe la journée, monte dans le haut, on voit notre étoile et durant le coucher de soleil, les longueurs d'onde de l'énergie qui nous vient du soleil passent dans notre atmosphère à plus de changements de direction et c'est pour ça que pour les couchers de soleil, on a de la lumière qui devient rougeâtre et de toutes sortes de couleurs fantastiques. Ces changements de longueur d'onde, ces changements de direction de longueur d'onde nous permettent de pouvoir nous aider. En passant, je vais mettre à la fin de cette vidéo une vidéo que j'ai faite qu'on a envoyé une sonde il y a quelque temps pour voir découvrir la composition d'atmosphère sur des exoplanètes et on a regardé notre atmosphère et on a confirmé que notre atmosphère peut soutenir la vie. Vous allez voir, c'est une vidéo intéressante. Je vais la mettre à la fin. Et donc, ça, c'est ce qui est intéressant par rapport à ce qui vient de la NASA. Maintenant, j'ai pris quelques temps pour regarder que se passe-t-il avec l'Agence spatiale européenne. Parce que n'oubliez pas que la NASA, c'est fantastique en Amérique du Nord, mais en Europe, l'Agence spatiale est fantastique. Alors, si on regarde ici notre photo, on peut voir que l'Agence spatiale européenne ainsi que la NASA ont bien sûr, il y avait ce télescope Hubble. Nous avons eu, on a parlé quelques instants qu'il y avait ici la NASA qui a fait ce télescope Kepler et nous savons que James Webb est une collaboration entre la NASA, ici l'Agence spatiale européenne ainsi que l'Agence spatiale canadienne. Donc ça, c'est ceux que j'ai mentionnés. Mais chose qui est intéressante, c'est que l'Agence spatiale européenne ont leur propre mission pour étudier les exoplanètes. Donc, ils ont le projet qui est Cheops ici, qu'ils ont envoyé en 2019. On en parle dans un instant. Il y a en 2026, je crois, nous avons le projet qui est Plateau, ou c'est ça, Platon, probablement en français, et on a le projet Ariel qui est planifié, je pense, pour 2028-2029. Donc, l'Agence spatiale a leur propre projets qui s'en viennent. Et on a ici le projet Roman qui s'en vient bien sûr des États-Unis et de l'Agence spatiale. Mais il y a 3 projets spécifiquement pour l'Agence spatiale européenne. Donc, voyons voir ces projets.
Donc, si on prend le premier projet qui est Cheops, ici, il a été lancé en 2019. Et ici, c'est de 280 kg. Il n'est pas très, très gros. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a permis de faire des découvertes intéressantes. Donc, je pense il y a quelques années, alors ici, on mentionne dans le mois de novembre 2023, donc ça fait à peu près 1 an et demi à peu près, on a fait des observations ici d'exoplanètes. Donc, nous avions une étoile ici, et alors, ici, Cheops, qu'est-ce qui nous a permis de remarquer? C'est qu'il y a remarqué que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils ont trouvé une étoile avec 6 exoplanètes, et qu'en faisant des observations, des calculs, ils ont remarqué que la planète C ici complète 3 orbites, pendant que la planète D ici en fait 2. Donc, ça nous permet de voir la vitesse de ces exoplanètes autour de l'étoile. On a ici, toutes les planètes ici sont plus petites que Neptune, donc ça nous donne une bonne idée. On a ici une orbite qui a été prédit et confirmé par Cheops, fantastique. On a ici des planètes B, donc qui est celle-ci ici, complète 6 orbites pendant le temps que la planète G fait 1 orbite. Donc ça nous a permis de voir, comme on l'a dit tout à l'heure, avec cette idée qu'on a une dépression, une diminution de la clarté de la lumière qui vient vers nous, et ça nous a permis de savoir cela. On a ici la planète E ici qui complète 4 orbites, pendant que la planète ici F en fait 3. Donc c'est fantastique, ça nous permet de mieux apprendre sur comment d'autres systèmes solaires peuvent fonctionner à l'extérieur de notre système solaire. Donc ça, c'est fantastique. Ici, ça, c'était les 6 planètes. Donc ça, c'est ce que Cheops nous a montré. Maintenant, on a l'autre projet qui s'appelle Platon. Ici, c'est un projet pour 2026, donc ça, c'est l'année prochaine. Et voyons voir ce qu'ils veulent trouver. Alors ici, c'est une sonde dans laquelle il y aura 26 caméras pour regarder d'autres planètes terrestres. Maintenant, ici, ce qui est intéressant, comme j'ai mentionné tout à l'heure, une planète terrestre peut nous aider à voir quels sont les différents gaz qu'il y a dans l'atmosphère de ces planètes. Donc ça, c'est la première chose. Donc si on regarde ici, il y a une photo fantastique. On peut voir ici que ce satellite a ces 26 photos, et les photos ne sont... Alors, la raison d'avoir plusieurs caméras, c'est que ça nous permet de pouvoir avoir un champ de vue et voir la troisième dimension. Ça nous permet de voir comment est-ce que les longueurs d'onde peuvent changer. Donc ça devient intéressant. Voyons voir les autres choses à considérer. Alors ça, c'est celle que j'ai ici. Voir si je peux retourner à ce que j'avais tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on peut le trouver. Ça va. On a maintenant la sonde qui s'appelle ici Ariel. Ça, c'est celle qui est planifiée pour 2028 ou 2029. Maintenant, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que ici, le sodium, l'azote, l'hydrogène, l'oxygène. Donc, différents atomes, différentes molécules ont tendance à absorber différentes longueurs d'onde de lumière. Donc ici, on peut voir que si on a le spectre de la lumière visible, ici du mauve jusqu'au rouge, pensez bien sûr aux arcs-en-ciel, s'il y a des endroits où il y a des longueurs d'onde absorbées, donc on peut voir ici qu'il y a certains endroits où il n'y a pas de lumière, ça veut dire qu'on a du sodium, ça veut dire qu'il y a des atomes de sodium qui absorbent ces longueurs d'onde. Ça veut dire que ces longueurs d'onde ne viennent pas à nous, et donc ça devient intéressant. Pour l'hydrogène ici, on peut voir, il y a une signature ici spectrale, d'émission spectrale, et ça devient intéressant. Donc, même si nous ne sommes pas là-bas, on a des informations. Et en passant, on utilise ces absorptions et ces émissions de spectre électromagnétique pour savoir les compositions des étoiles. Et donc, ça, c'est toujours intéressant. Voyons voir. Je perds ma page. Ah, voilà. Donc, ici, on peut voir, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on a, par exemple, une série de longueurs d'onde, s'il y a de l'absorption de certaines de ces longueurs d'onde, ça nous donne ce qu'il y a. Nous, on n'est pas très intéressé à l'hydrogène, on est beaucoup plus intéressé à certaines molécules comme l'eau, le dioxyde de carbone, l'ozone, l'azote et ainsi de suite.
quelque chose d'intéressant ici. Tiens, voilà. Donc ici, c'est un autre exemple. Si on a une étoile et on a un objet céleste ici, comme une exoplanète, lorsque la lumière ici de cette étoile passe dans l'atmosphère de cette exoplanète, ça nous donne des informations comme s'il y a de l'eau, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone ou autre. Ça devient intéressant. Donc, si on pense ici, on a notre étoile qui nous donne des informations spécifiques et lorsque notre exoplanète passe devant, on a des informations qui nous arrivent. Maintenant, si on a des informations spécifiques de cette étoile, on peut en faire une soustraction de façon à ce qu'on puisse avoir une bonne idée de ce qui vient de notre petite planète ici. Et donc, c'est un peu ce qui se passe ici. Travail statistique, on a besoin d'ordinateurs, bien sûr, pour faire tout cela. Et ça, c'est une photo qui est fantastique que je n'avais jamais pensé. Et l'idée ici, c'est que si on a une étoile, l'étoile sans des exoplanètes ici va nous donner une certaine quantité de lumière. Donc, lorsque cette exoplanète passe devant l'étoile, il y a une baisse, bien sûr, de la quantité d'étoiles. Mais si vous regardez la hauteur ici, disons que ça, c'est 1 centimètre. Lorsque nous avons l'étoile, on a ici la face cachée de cette exoplanète. Mais lorsqu'on a une orbite ici, on peut voir qu'on a maintenant la face qui a de la lumière qui vient de l'étoile. Ça veut dire que la quantité de lumière va augmenter parce qu'il y a la lumière qui vient de l'étoile, plus la lumière qui vient de la réflexion de cette planète. Et on peut voir qu'il y a plus grand, et ici, il y a bien sûr une petite baisse de luminosité parce que cette planète n'est plus là. Lorsque la planète revient de l'autre côté, on a un petit peu plus de lumière, et donc ça nous permet de pouvoir voir une troisième dimension, bien sûr. C'est quelque chose que j'avais même jamais pensé, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà. Et ça nous donne des bonnes idées à savoir qu'est-ce que c'est une exoplanète, comment est-ce qu'on peut les découvrir, et bien sûr, les satellites qui sont maintenant dans l'espace ou qui seront envoyés dans l'espace d'ici 4 ou 5 ans pour nous donner encore plus d'informations. N'oubliez pas, si on peut trouver une exoplanète dans laquelle il y a une atmosphère, et dans cette atmosphère, il y a des gaz qui sont semblables à nous. Ça peut nous aider à, bien sûr, comprendre ou savoir et répondre à la question, y a-t-il de la vie sur d'autres planètes? Donc, j'espère que vous avez apprécié ceci. Je vais mettre ici un lien à cette vidéo sur ce satellite qui a regardé notre atmosphère terrestre pour réaliser que notre atmosphère peut soutenir la vie. Vous allez voir, c'est intéressant. On se voit là dans un instant.